Mesdames et messieurs, donc ceci sera à nouveau une vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2025, donc vu que je suis un étudiant, les vacances se finissent demain. Donc ça veut dire qu'après-demain c'est la rentrée pour moi, rentrée d'après Noël et Nouvel An. Donc je pense que ce sera la dernière vidéo avant un petit moment. Alors, pour ce tutoriel, si je peux appeler ceci un tutoriel, bien sûr, je pensais à le faire sur les blindés et le soutien. Et la game que vous voyez ici, je trouve qu'elle va être un parfait exemple pour ce qui va suivre, notamment pour certaines unités que je vais dont je vais forcément parler. Voilà. Donc je pense qu'on peut commencer par les blindés. Alors pour ce qui est des véhicules de reconnaissance et de combat, on va commencer par là. On en a déjà parlé dans tout récemment, dans une vidéo vraiment très récente, comme ce que j'avais appelé unité de base, c'est-à-dire une unité qu'on va utiliser en début de partie. C'est l'une des unités, en tout cas, je trouve, qui est vraiment très forte en début de partie, grâce aux qualités qu'elle va nous offrir. Donc ici, ces qualités, c'est vraiment j'aime bien et qu'on retrouve pas dans toutes les unités, hein, c'est même assez rare. C'est tout simplement la qualité de révéler la furtivité. Donc vous voyez, hein, si vous lisez la description, peut révéler les unités furtives suivantes à portée de vue, unités terrestres. Donc c'est un côté vraiment assez pratique parce que euh, vous pouvez comme ça identifier n'importe quelle armée à une portée visuelle suffisante, si je puis dire. Vous pouvez comme ça voir à quelle armée pardon, vous avez affaire qui serait par exemple à proximité de vos frontières. C'est exactement ce qui s'est passé avant sur cette carte que j'attaque la France. Alors en gros, pour vous mettre dans le contexte, vous avez moi qui suis allié au Japon et le Brésil qui a candidaté. Alors ça, j'avais pas vu. Bon, c'est, je verrai plus tard. Il y a moi qui est allié au Japon. Bon, clairement le Japon qui est très loin, forcément. Et euh, en gros, il y a quelques jours, je dirais, ouais, 3 jours, on va dire, comme ça on est bien large. Eh bien, j'étais au milieu de l'Europe en quelque sorte, et à l'ouest il y avait la France, l'Espagne, au sud la Serbie, et à l'est la Finlande. Et donc tous ces quatre-là sont dans la même coalition. Celle-ci, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors il y avait l'Ukraine aussi qui était à un moment dans cette coalition, mais je crois que pour des raisons d'inactivité, l'Ukraine qui les a quittés. Heureusement pour moi, parce que sinon j'aurais pas pu défendre leur assaut, hein. Vous voyez que j'ai plutôt pour le moment bien défendu cet assaut qui dure maintenant depuis quasiment 2 jours. 2 jours dans la vraie vie, hein, puisque c'est une partie en x1, pas en x4, bien en x1. Et en gros, juste avant que les hostilités débutent, donc juste avant que la Serbie commence à m'attaquer et qu'ensuite la France la suive dans son mouvement, puis après il y a eu l'Espagne et encore après la Finlande, c'est surtout la France et la Serbie ici qui vont m'intéresser. Et bien toute leur armée était positionnée sur notre frontière, donc entre leur pays et le mien, entre plutôt leur territoire et le mien, c'est plus juste. Donc niveau territoire, j'avais quelques provinces de plus euh, au-delà de Cologne et de Francfort, donc qui appartenaient à la France. Alors depuis, j'ai un peu envahi les terres, comme vous pouvez voir forcément. Et euh, j'avais posté quelques véhicules de reconnaissance pour tout simplement identifier les armées auxquelles j'allais avoir affaire. Et comme ça, j'ai pu identifier qu'il y avait surtout des stacks de la France qui étaient autour de la frontière, qui étaient composés de 2 tanks plus une infanterie. Donc pour le coup 2 tanks niveau 1 et une infanterie niveau 3. Et la seule exception à la règle, c'était la troupe qui était à Strasbourg, qui était celle-ci justement. Vous voyez, alors comme la troupe ici est partie de Strasbourg, je vais profiter pour me faufiler avec une troupe qui était dans la province de Stuttgart. Bon, normalement c'est une ville, mais dans le jeu c'est une province.
Et j'ai ainsi pris la ville plutôt facilement puisque la troupe qui est à Strasbourg est partie. Voilà, alors le chemin qu'elle suit, on a l'impression qu'elle va vers Cologne, mais j'ai vu que c'est le chemin le plus rapide pour aller vers Francfort. Donc, euh, en guise de prudence, cette unité-là, je l'ai un peu avancée. Comme ça, si jamais cette troupe va réellement à Cologne, eh bien, j'aurai gagné un peu de temps. Et cette troupe-là arrivera à temps pour défendre Cologne. Voilà. Mais je pense que normalement, elle ira à Francfort. Parenthèse fermée, ainsi, grâce au véhicule de reconnaissance, j'ai pu identifier toutes les armées auxquelles j'allais avoir affaire. Et même chose pour la Serbie, bien évidemment. Donc c'est vraiment une unité que je conseille d'utiliser, alors surtout au début de game, mais ça peut rester aussi en middle game. La preuve, je l'ai réalisé comme je viens de le dire précédemment, hein, donc avec l'exemple que je viens de citer avec l'Allemagne. Et euh, ce qui est bien avec cette unité aussi, c'est qu'elle a une bonne statistique contre l'infanterie. Voilà, vous voyez 4,5 niveau 1. Donc, sachant que l'infanterie, c'est vraiment une unité que vous allez trouver le plus dans, enfin du moins chez vos adversaires ou chez vos futurs adversaires, et bien les véhicules en connaissance, là aussi sont pratiques pour avoir davantage de facilité dans vos conquêtes. Ensuite, nous avons le véhicule de combat blindé. Alors personnellement, je l'utilise pas souvent celui-là. Les rares fois où je l'ai utilisé, c'est seulement quand j'avais pas assez de moyens, ou du moins je trouvais que je n'avais pas assez de moyens pour le char de combat principal, par exemple. Bon, que j'utilise plus non plus souvent, honnêtement. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces deux unités, notamment. Mais en ce qui concerne le véhicule de combat blindé, les statistiques sont intéressantes, on va pas se mentir. 7 contre l'infanterie, 5 contre les blindés, que ce soit en attaque ou en défense. Niveau 1, ça offre quand même une petite défense contre l'aérien. Bon, pas non plus énorme, mais c'est pas non plus à négliger. Donc c'est un peu entre les deux états. Euh, mais en vrai, c'est un véhicule qu'on peut facilement mêler à l'infanterie et ce genre d'unité pour là aussi créer des stacks plutôt solides et ainsi là aussi partir en guerre contre, contre ses adversaires. Par exemple, vous voyez stack la Finlande qu'on voit ici, deux tanks, cette infanterie mécanisée, une infanterie motorisée. Vous pouvez très bien remplacer quelques infanteries mécanisées ici par des véhicules blindés, ça va très bien. Ça offre les statistiques que on va possiblement aller chercher. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons le euh, véhicule de combat amphibie. Alors personnellement, c'est un peu comme l'infanterie de marine, c'est-à-dire que je l'ai utilisé qu'une seule fois, histoire un peu de voir si c'était vraiment une unité que je devais farmer. Euh, Alors ça date un petit peu, je me souviens que c'était une game où j'avais la Libye. Et donc, en gros, la qualité principale de cette unité, forcément, c'est de débarquer par n'importe quelle côte, hein. Donc, vous savez, hein, les unités normales, on va dire, vont débarquer par les villes ou les pontons. Donc, les villes qui ont un port, bien sûr, hein. Si c'est une ville qui est enclavée, comme Madrid par exemple, bah, ça marche pas, forcément. Et les pontons, vous voyez, c'est symbolisé par justement ce petit symbole d'encre blanche avec un cadre bleu. Il y en a un peu partout hein, sur la carte. Comme en Italie aussi par exemple, et en Égypte, il y en a un peu partout hein, sur la carte, on va pas se mentir. Euh, et c'est vrai que pour débarquer comme ça, par surprise justement, ça peut surprendre l'adversaire, mais la fois où je l'ai utilisé avec les Libye, c'était euh, contre des joueurs inactifs. Donc je pense qu'entre un joueur actif, ça peut quand même créer la surprise, mais après, il faut quand même assumer l'usage de cette unité. Après, ça offre les mêmes stats, hein, les mêmes statistiques que le véhicule qu'on va blinder. Vous voyez ici. Alors, je sais qu'il y a des différences. Bah, le prix, par exemple, je crois. Ah non. Alors, attendez. L'électronique et l'argent, peut-être, il y a des différences. Non, pas du tout, ok. C'est pas le prix, alors, la différence. Je sais qu'il y a des différences, mais je sais plus où exactement. Peut-être les bonus pour les terrains, c'est possible, ça? Non. Alors, la forêt, la jungle, je crois que c'est différent un peu. Oui, ok, il y a quelques différences quand même niveau terrain. Euh, je crois qu'il y avait autre chose, mais je le vois pas. Je le vois pas là tout de suite. Bon, je sais que le véhicule corps blindé est quand même plus rentable, un peu plus rentable.
Mais je ne conseille pas non plus d'utiliser cette unité seulement dans un contexte particulier, justement, notamment où vous pouvez surprendre votre adversaire. Voilà, je trouve vraiment que cette unité peut, a la capacité, pourquoi pas, de surprendre. Ensuite, pour ce qui est du char de combat principal, très franchement, cette unité, j'utilise plus depuis pas mal de temps. Euh, En fait, le gros point faible du char de combat principal, vous vous en doutez, c'est l'aérien. Alors, c'est valable aussi pour les autres unités, mais le char de combat principal, c'est encore plus poussé. Alors, c'est pire pour le chasseur de chars, mais le chasseur de chars qui coûte moins cher, donc vous pouvez aller mettre vos ressources ailleurs, comme pour aller construire des véhicules aériens mobiles ou des lance-missiles solaires mobiles, hein, donc pour se défendre des avions, voire des hélicos, donc de l'aérien en général. Euh, alors que les chars, vous pouvez faire la même chose, sauf que ça va coûter plus cher, les chars de combat principal, comparé aux chasseurs de chars. Euh, Après, le gros avantage du char, c'est qu'il a beaucoup de points de vie comparé aux chasseurs de chars notamment. Par exemple, si on compare dans la doctrine européenne, vous voyez ici que ici il a 45 points de vie, du moins sur Terre. Et chasseur de chars, ça va plutôt tourner autour des 28. Voilà. Donc un peu moins. Enfin, un peu beaucoup moins même. Il y a quand même une différence qui n'est pas négligeable. Euh, donc, gros point faible, l'aérien. Je vois quand même beaucoup de gens l'utiliser. Donc, c'est pour ça justement que je fais un anti-char, tout simplement pour les pré-shots, les anticiper. Chercher le mot. La France, par exemple, avait justement, comme je l'avais dit précédemment, plein de chars autour de la frontière. C'était la même chose pour la Serbie. Sauf que la Serbie avait quand même plus d'infanterie mécanisée. Et la France, au final, a cumulé les pertes parce que, ou bien je réussissais justement à les bombarder avec mes chasseurs bombardiers. Donc, vous voyez, hein, le char, justement, point faible aérien. Donc, mes chasseurs bombardiers, j'en ai quasiment perdu aucun. Alors que lui a perdu tous ses chars, donc c'est très rentable. Du moins, c'est très rentable. Ici, hein, s'il avait eu des systèmes anti-aériens, ça n'aurait pas été la même chose. J'aurais eu bien plus de difficultés. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, la France avait quand même de l'anti-aérien, mais vraiment très 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 peu poussé. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu bien amortir le choc, on va dire. Le choc a même été très violent pour eux. C'est littéralement ceux qui ont le plus de pertes dans cette guerre. Vous voyez, 32 000, donc ça fait un peu beaucoup. Euh, la France qui a globalement perdu son armée à cause de ça, hein, très clairement. Niveau naval, il n'y a eu aucune victime de la part de la France, donc c'est vraiment quasiment que à cause de ça. Voilà. Donc, char de combat principal, utilisé avec précaution, notamment si vous êtes face à de l'aérien. Donc, quand même pas mal, on va dire assez souvent. Et pour ce qui est du chasseur de char, justement, c'est plus lui que je conseille d'utiliser, que je vais conseiller d'utiliser. Moi-même, j'utilise hein, parce que déjà cette unité est juste incroyable contre les blindés, bien sûr. On a quand même des stats assez impressionnantes avec des chasseurs de chars très peu évolués et si vous les placez dans les villes, parce que les chasseurs de chars dans les villes ont un bonus de 50% de défense, par exemple. Alors c'est pas le seul endroit où il y a des bonus pour les chasseurs de chars, mais pas le seul type de terrain. Mais c'est. Alors ouais, c'est vrai, il y a aussi le sururbain, mais généralement c'est quand même dans les villes où on va l'utiliser. Donc c'est vraiment très 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 fort dans les villes. Et vous voyez, contrairement au char qui lui va plutôt être à son avantage dans les terrains à découvert ou les déserts. Alors je sais pas s'il y a un autre terrain où le char est avantagé. Désert, terrain découvert comme j'ai dit, mais sinon le reste c'est des malus. Ouais, d'accord. Donc chasseur de chars, Alors, la vraie raison pour laquelle je conseille cette unité, c'est parce que justement je vois beaucoup de monde qui utilise le tank, le char de combat principal, pardon. Et donc j'utilise le destructeur de tank tout simplement pour les contrer, et ça marche très bien, la preuve. Euh, pour revenir aux pertes de la France, ici la France a perdu ses tanks et compagnie à cause de deux choses. À cause de son manque d'anti-aérien, donc j'ai pu le bombarder avec mon aérien, et aussi à cause de ses chars qui se sont fait démolir par mes anti-chars. Voilà. Alors j'ai eu quand même aussi quelques pertes, bien sûr, hein, parce que quand mes unités vont s'entrechoquer avec les siennes, personne ne va s'en sortir sans aucune perte.
Mais forcément, que vous voyez, hein, d'après le bilan, j'en ai amassé des pertes beaucoup, 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 beaucoup moins. Approximativement 5 fois moins. Donc c'est quand même une grosse différence. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour les blindés. Donc, pour résumer, je pense les blindés à utiliser prioritairement véhicules de reconnaissance et de combat, surtout en début de game, mais qui peuvent également servir plus tard dans la game, en middle, voire fin de game, donc comme j'ai pu le faire ici. Et les destructeurs de tanks, parce que, les chasseurs de chars, hein, pour ceux qui préfèrent, parce que beaucoup de monde utilise les chars de combat principales. Après, je t'en parle souvent qu'on est professionnels, par exemple, hein, des joueurs pro de Conflict of Nations, ça existe. J'en ai pas rencontré souvent. Là, vous voyez, les personnes que j'ai en face de moi, c'est des personnes qui ont les bases, mais je pense que leur principal défaut, c'est qu'ils n'ont pas été beaucoup actifs. Alors, la France et la Serbie ont quand même été un peu actifs pendant un certain temps, mais après, si on va voir la Finlande, par exemple, qui est quasiment pas active en m'attaquant, pour donner une idée, les troupes de la Finlande ont envahi Stockholm et Gavle hier soir et jusqu'à aujourd'hui vers 14 heures, elles n'ont pas bougé quoi. Donc c'est quand même 14 heures de perdu pendant lesquelles j'ai pu, par exemple, les bombarder. Voilà. Alors, maintenant on peut passer aux unités de soutien. Je regarde quand même où on en est niveau temps dans la vidéo. 16 minutes. Ok, ça va. J'ai pas pris trop de temps. Parenthèse fermée, pour ce qui est des unités de soutien. Alors, il y en a un peu plus, mais alors parmi elles, clairement, ça va surtout être les 5 dernières que je vais utiliser, hein. Alors, il y a quand même un petit débat entre véhicule antérieur mobile et lance-missiles solaire mobile, donc on va faire dans l'ordre, on va y arriver dans quelques temps. Alors, l'artillerie tractée, donc c'est le premier type d'artillerie que vous allez rencontrer in-game, tout simplement parce que déjà, si vous avez déjà suffisamment les bases, tous les pays de joueurs actifs. Ah, il attaque, d'accord. Ah oui, oula, oh, j'ai pris des dégâts. J'essaie de le filer, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts là, je ne m'attendais pas. Parenthèse fermée. Pour ce qui est des artilleries tractées, en chaque début de game, chaque joueur, donc chaque pays de joueurs reçoit une artillerie tractée dans sa capitale, avec deux infanteries, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, normalement. Donc c'est l'une des unités un peu originales qu'on reçoit en début de game, donc qui va servir à une tractée très importante en début de game pour bombarder les villes, hein, pour pilonner plutôt, c'est plus juste comme terme, les villes que vous allez attaquer avec. Euh, on peut aussi en formant début de game, je le fais pas souvent perso, ouais, je l'ai fait une fois, je crois, mais c'est tout. Mais pour se prendre l'ennemi par exemple, vous pouvez les utiliser en début de game. Tout simplement parce que la recherche coûte pas si cher que ça, comparé aux lance-roquettes par exemple, qui seront tout de même disponibles 5 jours après, hein. Donc c'est plus avantageux de ce point de vue-là de rechercher l'artillerie tractée. Et niveau coût de l'unité en elle-même, c'est pas si cher non plus, vous voyez. Le lance-roquette, je sais plus c'est combien niveau. Ouais, 1500. 1500 ravitaillement contre 1000 pour l'artillerie tractée par exemple. Et puis les infrastructures aussi, surtout, bah, oui, bien sûr, pour former l'artillerie tractée. Base militaire niveau 2, industrie d'armement niveau 1, pardon. Alors que pour lance-roquette, c'est plus base militaire niveau 4 et industrie d'armement niveau 1. Donc bon, c'est pas la même catégorie. Après, on le verra juste après, hein, mais lance-roquette, forcément, lance-roquette multiple offre plus de dégâts, plus de statistiques. Donc c'est là où ça va être plus intéressant de former cette unité, mais on en parlera juste après. La tractée utilisée plus en middle game ou la fin de game, honnêtement, j'ai jamais vu ça dans mes games. Et même dans des vidéos à propos de Conflict of Nations, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Donc je saurais pas vous dire honnêtement, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un améliorer l'artillerie tractée par exemple jusqu'au niveau 6 voire max. J'ai jamais vu ça honnêtement.
Après, oui, les stats peuvent être intéressantes, donc c'est pas non plus à négliger. Mais je pense pas que c'est une unité. Je pense vraiment que c'est surtout une unité qu'on va utiliser en vraiment très tôt dans la game, pourquoi pas. Et puis après, pourquoi pas la remplacer par des lance-roquettes notamment, euh, dont on va parler dans un petit instant. Alors, en parlant maintenant des artilleries mobiles, ce qu'il faut savoir déjà, donc le lien entre artillerie tractée et artillerie mobile, parce qu'il y en a un, enfin il y en a un, c'est un peu paradoxal quand même, c'est que l'artillerie tractée va plutôt être plus avantagée contre l'infanterie. Vous voyez, hein, niveau 1, 3 de dégâts contre l'infanterie, contre 1,5 contre les blindés. Donc autrement dit, le double de dégâts contre l'infanterie comparé que par rapport, pardon, à contre les blindés. Bon, je ne vais pas parler très français, c'est pas grave. Et l'artillerie mobile est plutôt avantagée, vous l'avez deviné, contre les blindés. Là, alors c'est pas le double, c'est 4,5 contre les blindés et 1,5 contre l'infanterie niveau 1. Donc vous voyez, c'est même pas le double, c'est le triple. Donc de ce point de vue-là, plus intéressant, l'artillerie mobile, mais après, c'est pour les blindés, c'est pas l'unité qu'on va trouver le plus dans le jeu, donc voilà, faut prendre en compte toutes ces informations. L'artillerie mobile, on peut l'utiliser également, hein, bien sûr. Je me souviens, alors peut-être, je sais pas si je dis des choses vraies ou fausses. Je crois que quand on avait joué le Vietnam, donc ça commence à dater, hein, c'était en vidéo, je m'en souviens. Je crois qu'on avait utilisé un peu d'artillerie mobile. Je crois pas que ça nous ait forcément servi, mais ça a un peu aidé, quoi. Ça avait éliminé 3 unités par-ci par-là. Bon, je suis pas un professionnel de l'unité, on va dire, donc c'est pas une unité que je vais maîtriser puisque je l'ai pas utilisée très souvent. Euh, je pense qu'on peut l'utiliser en duo avec la tractée, comme ça on est sûr d'avoir une bonne stat contre l'infanterie mais aussi contre les blindés. Mais c'est justement pour ça que je préfère le lance-roquette multiple, puisque lance-roquette multiple va avoir les mêmes stats contre les blindés et l'infanterie. 4-4, hein, niveau 1, voyez. Et puis je crois pas que ça change hein, au fur et à mesure des niveaux, c'est toujours la même stat pour les deux types de troupes, contre les deux types de troupes du moins, ouais, je crois bien que c'est ça. Donc voilà, vraiment ça change pas. Donc ce que nous amène justement au lance-roquettes multiples. Alors, l'avantage de la feuille mobile, la feuille tractée, comparé au lance-roquettes multiples, c'est qu'on peut les former ces deux unités de 1 plus tôt et de 2 avec des infrastructures qui coûtent moins cher. Alors la trille mobile, ça coûte quand même un peu plus cher que la trille tractée, puisque c'est base militaire niveau 3, l'industrie de l'armement niveau 1, comme on peut le voir ici. Donc, pour le lance-roquette, comme j'ai dit, c'est base militaire niveau 4, industrie de l'armement niveau 1, ça change pas. En revanche, lance-roquette multiple lance-roquette multiple pardon, qui va avoir, comme je l'ai dit précédemment, de meilleures statistiques contre euh, les blindés, l'infanterie en général. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'unité n'est pas avantagée contre l'un par rapport à l'autre. C'est vraiment les mêmes statistiques pour les deux. Voilà. C'est un peu quelque part un peu un combo, un mix de la tractée et la mobile. Mais au moins c'est une unité et pas deux à gérer. Donc niveau économique aussi, ça peut être un avantage. Ça dépend comment on gère cette unité. Alors, lance-roquettes multiples, dans cette game, j'en ai pas formé des masses, hein. J'en ai deux qui traînent quelque part, ouais, ici. Est-ce que je peux attaquer j'en ai deux ici, il y en a deux qui sont en train de se former à Francfort et à Leipzig. Voilà. C'est une unité que j'aime bien parce que on peut atteindre les cibles terrestres, même navales, si c'est assez proche de la Terre, à distance, sans pour autant se prendre des dégâts, donc c'est très intéressant. Puis généralement, on va la mêler à d'autres unités pour éviter qu'elle se fasse détruire par ses points faibles, donc c'est-à-dire l'aérien. Euh, je dirais pas que le naval son point faible aussi, parce que, alors, à moins que le lance-roquette voyage en plein dans la mer, mais si c'est sur terre, normalement, c'est aussi supérieur au naval, parce que mine de rien, lance-roquette a quand même de bonnes stats contre euh,
contre le naval. Alors inférieur au terrestre, mais quand même, c'est vraiment pas négligé pour le coup. C'est même à hautement considéré, puisque j'ai pu moi-même l'utiliser contre le naval. Euh, Puis aussi, d'ailleurs, petite parenthèse, mais le lance-roquette a aussi un avantage de portée d'attaque. Dès le niveau 1, ça a 100 de portée. Ah non, 75. Ah, bah excusez-moi. Mais je me souviens que ça atteint le niveau 100 assez rapidement. Ok, alors 85 niveau 2, d'accord. Ah non, ok, la portée niveau 100, c'est plus... ah, bah, ma pensée est erronée. Alors, dès le niveau 4, niveau 100, ok. Bah après, l'artillerie mobile à tractée n'atteignent jamais, je crois, ouais, la portée à 100 n'atteignent jamais, donc c'est un avantage du lance-roquette multiple. La portée d'attaque également. Je ferme cette parenthèse. Donc par exemple, il y a une technique connue pour le lance-roquette multiple qui utilise cette unité en tout cas, celle du triangle méta. Euh, donc il y a Papy Gamer qui a fait des vidéos dessus, je crois, par exemple. Euh, donc en gros, triangle méta, ça consiste en quoi? Vous allez former des lance-roquettes multiples, plus, donc lance-roquettes multiples pour contrer le terrestre, surtout le terrestre, le naval ça peut aussi, bien sûr, comme j'ai pu le montrer précédemment, donc surtout le terrestre. Ensuite, des chasseurs de supériorité aérienne pour contrer l'aérien, et aussi, pourquoi pas, pour faire du repérage un peu, pour voir à quoi on va avoir affaire, pour un peu anticiper ce qu'on va réaliser avec nos lance-roquettes, les déplacements et ainsi gagner du temps par exemple. Et on va aussi former des SAM, donc des lance-missiles solaires mobiles, dont on parlera juste après, hein, bien sûr. Et là, les SAM qui sont aussi faits pour l'anti-aérien, mais là c'est une défense aérienne terrestre, non pas justement une défense aérienne qui serait également aérienne. Des avantages des chasseurs de supériorité aérienne, c'est qu'ils vont devoir aller. C'est que quand ils patrouillent, ils finissent par rentrer à l'aéroport ou à l'aérodrome auquel ils sont assignés pour justement se ravitailler. Donc en fait, ils sont condamnés à faire des allers-retours tout le temps. Donc ce qui signifie que le chasseur de sécurité aérienne ne peut pas rester constamment sur une unité pour la protéger. Et l'objet de rentrer à la maison pour ensuite revenir. Et là, le SAM, c'est là le SAM a son avantage, a cet avantage de pouvoir rester avec l'unité, pas besoin d'aller se ravitailler ou je ne sais quoi. Donc, c'est l'avantage du SAM, hein, comparé aux chasseurs de sécurité aérienne pour la défense contre l'aérien. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de défense contre les hélicos, c'est vrai. Bon, après les hélicos, il n'y a pas beaucoup de monde qui les utilise. Et puis justement, bah si en fait, il y a une défense contre les hélicos, c'est les chasseurs de sécurité aérienne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de défense contre les hélicos terrestres. Là, c'est plus le véhicule antiaérien mobile qui devrait intervenir, mais c'est vrai qu'on l'utilise plus rarement. Et on va justement parler des véhicules antiaériens mobiles et lance-missiles solaires mobiles. Alors, c'est là où j'avais dit qu'il y avait un petit débat entre les deux, on utilise lequel. Bien sûr, c'est en fonction du contexte, mais globalement, le véhicule antiaérien mobile, le gros avantage par rapport au lance-missile solaire mobile, c'est qu'il va pouvoir se défendre, et même défendre l'unité dans laquelle vous l'avez placé, par exemple. Il va pouvoir se défendre contre les hélicos, et pas qu'un peu. À partir du niveau 4 même, je trouve que ça devient vraiment pour le coup très intéressant. Vous voyez, c'est des stats sérieuses. Alors très intéressant parce que ça commence aussi à être sérieux pour les avions. Vous voyez, d'après ce que je vous montre actuellement. Donc ça c'est le gros avantage par rapport aux SAM qui eux... Alors le gros avantage des SAM par rapport aux véhicules antiaériens mobiles, c'est qu'ils vont avoir une plus grosse stat de défense contre les avions. Vous voyez. C'est pour ça même les SAM très rarement je les améliore parce que niveau 1 ça me suffit amplement, tout simplement, mais contre des joueurs plus actifs, ce serait pas inintéressant de les améliorer par exemple, si on sait que par exemple ils ont développé un peu leur force aérienne, donc vraiment full avion, par exemple en ce moment. Par contre, le désavantage du véhicule antiaérien mobile face au SAM, c'est la portée d'attaque, clairement. On peut comparer niveau 1, 26 de portée d'attaque contre pour le SAM 75, c'est clairement supérieur hein, pour le SAM.
niveau max, je sais pas ce que ça donne, parce que j'ai jamais amélioré l'un des deux niveau max. Alors peut-être le SAM, c'est possible que je l'ai déjà amélioré niveau max une fois, mais bon, ça n'a pas non plus été très utile. 100 niveau portée d'attaque, et pour le véhicule antiaérien mobile, 50, ouais, bon, clairement, la portée d'attaque, c'est le SAM qui gagne. Euh, alors, pour le niveau intermédiaire, ça doit être la même chose, je pense. Oui, puis en plus, ah oui, dès le niveau 3, le SAM a une portée de 200. Donc, c'est vraiment du sérieux. Bon. Après, si vous voulez vraiment avoir une défense antiaérienne sûre et encore sûre, il faut faire les deux tout simplement. Mais ça représente quand même un investissement euh, bah, plutôt sérieux, hein. Faut se poser la question plus d'une fois. Euh, En tout cas, en cette game, j'avais formé des véhicules anti-aériens mobiles dans un premier temps. Puis après, j'ai vu que la Finlande avait une base aérienne niveau 3. Et donc, je me suis dit, bah, il y a deux possibilités. Ou bien ils ont formé des bombardiers lourds, ou bien des avions patrouille maritime. J'ai penché pour pour les bombardiers lourds, pardon, parce que justement, les avions patrouille maritime, bah, à chaque fois, je suis le seul qui l'utilise dans mes games. Euh, à chaque fois, je suis le seul qui utilise dans mes games. Donc, euh, j'ai penché pour les bombardiers lourds et bah, vous l'avez vu, hein, dans la vidéo qui sont passées, c'était pour le coup effectivement des bombardiers lourds. Et au final, les sables qui ont distribué quelques dégâts pour tous ces bombardiers lourds. Alors, je sais plus c'est lesquels, mais ils n'ont pas éliminé tout dans tous les cas, ils l'ont juste un peu endommagé. Voilà. Euh, Donc niveau véhicule intérieur mobile et SAM, on est bon. Pour ce qui est du système de défense de théâtre, alors c'est plus une unité, j'allais dire en late game, en plus pour une fin de game, mais honnêtement, je pense que même dès le middle game, c'est pas déconnant de la former. Euh, j'ai un exemple hein, pour justifier ce propos. Donc, déjà, système de défense de théâtre, c'est l'anti-missile en quelque sorte. Alors c'est une stat contre les avions, mais c'est vraiment pas, c'est pas terrible quoi, on va dire. C'est vraiment fait pour contrer les missiles. Alors l'infrastructure, base militaire niveau 5, normalement niveau 1. Bon, c'est vrai que la base militaire niveau 5, elle coûte un peu cher. Et donc mon argument pour montrer que même dès middle game on peut commencer à la former, c'est que cette guerre entre moi et la coalition, donc je vous ai rappelé tout à l'heure, elle a commencé par la Serbie, qui m'a lancé un missile sur, alors pas Berlin, c'était Munich d'abord. Puis après la France, juste après, m'en a lancé un sur Berlin. Vous pouvez voir hein, aux bâtiments qui ont été un peu endommagés, enfin un peu, plus ou moins on va dire. Euh, et en gros, les missiles ont frappé avec succès parce que je n'avais pas d'antimissile. D'ailleurs, je me demande si j'ai assez de ressources pour faire une base militaire niveau 5 maintenant. Non, je dois un peu attendre. Euh, et figurez-vous que c'est déjà la deuxième fois que je me fais avoir comme ça. La dernière fois, ça date déjà un peu, ça fait quelques mois, donc c'est pour ça que j'ai pu un peu oublier et que j'ai un peu ignoré ce fait qui s'est pourtant bien passé. C'est pour ça que la prochaine fois que j'aurai un contexte similaire, je pense que la défense de théâtre, je vais vraiment la prioriser pour éviter une telle situation. Alors, au total, ils m'ont balancé que 3 missiles, donc un sur Munich, un sur Berlin, puis un aujourd'hui qui a été balancé sur Francfort, je crois. Ouais, c'est ça, relativement endommagé. Euh, j'ai eu le temps de reconstruire un peu de recrutement, mais c'est tout. Donc au final, que 3 missiles. Quasiment à chaque fois, j'ai pu euh, sortir mes troupes à temps. Par exemple, pour Francfort, quand j'ai vu que le missile conventionnel allait arriver dans 15 minutes, bah, j'ai mis ces troupes qui étaient à Francfort initialement, je les fait prendre cette direction, tout droit vers Hanover, et je l'ai mis en mode ruée. Bah, vous allez vous dire, bah, mode ruée, tu vas perdre de la vie comme ça. Parce que si on regarde la description, le mode ruée, on perd 50, pas 50%, 5% des points de vie totaux par heure, donc on peut le voir dans la description.
Sauf que je savais que ça allait durer que 15 minutes, puisque le temps que le missile arrive. Donc au final, j'ai quasiment rien perdu niveau point de vie, et j'ai sauvé ma troupe, donc c'est ce que je voulais. Puis en plus, les SAM qui étaient à proximité ont pu un peu amortir la chute, bon, pas beaucoup, hein. J'ai regardé, le missile conventionnel est passé de 15 points de vie à 13 points de vie, donc ça a un peu amorti le choc, mais pas tant que ça au final. Mais j'ai pas reçu beaucoup de dégâts non plus à cause des missiles. Donc je pense vraiment le système de défense de théâtre, forcément qu'il a formé. La menace nucléaire ou même la menace d'un simple missile, bah, dès le jour, peut-être pas dès le jour 1, mais dès le début de game, c'est une menace, bien sûr. Il y en a qui vont le rush, il y en a qui vont pas le rush. C'est en fonction des personnalités, ça, en fonction aussi des différentes expériences, pardon. Mais en tout cas, la prochaine fois que je serai confronté à un contexte similaire, bah, le système de défense de théâtre, je le formerai le plus rapidement possible pour éviter justement de subir des dégâts inutilement. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était aussi avec l'Allemagne et c'était contre une coalition africaine dans mon souvenir. Et ça s'est pas passé aussi bien que ça se passe en ce moment dans la game que je vous montre actuellement. Et pour finir, la dernière unité dont on va parler, le radar mobile. Alors, le radar mobile, je trouve ça très utile parce que, alors de 1, on n'est pas obligé de l'améliorer au niveau max. C'est pas très utile, on va dire. C'est vrai que ça va améliorer, par exemple, l'air qu'on va visualiser. Ou donc, vous voyez que la portée radar, j'avais perdu le mot. Donc ici, par exemple, niveau max 250, alors que niveau 3, c'est entre guillemets seulement à 200. Vous voyez justement, pour gagner que 50 de portée visuelle, en vrai, c'est pas exquis, on va dire. Voilà. Mais je trouve voilà que niveau 3, je suis pas seul à le dire, hein, il y en a beaucoup qui le disent. Niveau 3, c'est vraiment pour moi le niveau idéal du radar mobile. L'air de visualisation que l'unité nous offre est vraiment suffisant à ce niveau-là, pour moi en tout cas, comment j'utilise. Et puis ça permet tout simplement d'anticiper pourquoi pas l'attaque de l'adversaire, d'éviter de faire une mauvaise rencontre justement quand vous êtes en territoire ennemi, comme ça vous évitez justement de perdre des troupes inutilement. Donc c'est une unité qui va pas être faite pour le combat, mais qui va, disons, garantir une meilleure sécurité pour les unités l'environnant. Donc c'est une unité que je vous conseillerais de former bien évidemment. Je vais former quelques-uns, on peut le voir. Alors, ils sont seulement niveau 1, mais bah, je ne les ai pas améliorés parce que là justement, ce que je cherchais dans la game, là c'est le système de défense de théâtre. Il me manque 101 matériaux rares, donc je vais un peu attendre. Voilà. Alors, juste un dernier détail sur les radars mobiles. Il y a quelques fois, alors honnêtement, j'ai toujours pas découvert la cause, mais j'ai remarqué plusieurs fois ce phénomène. En gros, le radar mobile a son aire comme ça de visualisation, sa portée radar, donc est censé détecter. Et là, je suis une mauvaise rencontre. Donc je m'entrechoque avec une unité ennemie, alors que cette unité était depuis bien longtemps dans ma portée radar. Euh, et donc au final, bah, je perds une unité bêtement. Alors que le radar aurait dû le détecter, vous voyez. Donc honnêtement, si vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait beaucoup m'aider, et aussi aider ceux qui ne sauraient pas et qui regardent la vidéo. Mais enfin, moi, mes hypothèses seraient pourquoi pas à cause du terrain. Enfin, ça me paraît très crédible, mais je vois pas autre chose honnêtement. Donc, peut-être aussi les points de vie quand l'unité, peut-être l'unité serait moins efficace quand elle n'est pas full vie, quand elle a un peu, voire beaucoup diminué en termes de points de vie. Honnêtement, je n'ai pas découvert pour le moment, du moins, la réponse. Donc, pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai, mais ce sera enfin, ouais, peut-être, sûrement, pour les prochaines vacances. Si jamais j'ai le temps de l'en faire une avant, j'en ferai une, bien sûr, je n'hésiterai pas. Euh, je pense qu'on a fini de ce tutoriel, si on peut appeler ainsi un tutoriel. Ainsi, pour conclure, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend bien évidemment où vous êtes dans le monde, et on se dit à plus.